Donc bonjour à tous. Vous avez à l'écran une peinture du 19e siècle qui représente un épisode de l'Odyssée d'Homère. Le personnage principal, c'est Circé, qui offre une coupe empoisonnée à Ulysse. Cet épisode de la littérature oublie un peu trop le rôle de Circé aussi Enfin, c'est très très connu, mais cet épisode masque le rôle de Circé dans l'accueil qu'elle a fait aux naufragés qui étaient ceux d'Ulysse, et l'accueil qu'elle a réservé à ces gens pendant plus d'1 an en les accueillant, en les nourrissant, et au final avant qu'ils repartent pour prendre la mer pour Ithaque. Donc le projet Circé, c'est poursuivi des eaux, des rivières et des estuaires. C'est un projet qui dure 2 ans. Et les structures qui sont impliquées, c'est l'Ifremer, l'IRD et l'UNC. Pourquoi les rivières sont-elles importantes? Parce qu'en fait, elles vont aussi transporter des contaminants et des poisons, mais aussi, et ce qu'on l'oublie assez souvent, transporter de la matière organique dissoute et des sels nutritifs qui sont favorables à la vie au niveau des estuaires et au niveau des environnements côtiers, et qui vont être donc favorables à cette santé des écosystèmes. Bien évidemment, si ces nutriments sont exportés en quantité trop conséquente, elles vont aussi impacter ces écosystèmes côtiers en favorisant en fait des eutrophisations. Et là, je fais un cas qui actuellement nous préoccupe tous, c'est le cas de Guarodeva, où on a effectivement des proliférations algales dans cet environnement. Donc l'émergence du projet, en fait, donc l'objectif était réellement de suivre ces rivières, d'évaluer ce qui n'avait pas, à ma connaissance, été encore réalisé, d'évaluer les quantités de matière qui étaient exportées, mais sous différents types de formes. Et donc c'est issu d'un projet qui s'appelle Présence, qui a pour objectif d'analyser en partie les devenirs des apports terrigènes, et de chercher des indicateurs à la contribution relative des rivières en tant que source exercée sur le milieu lagonaire. Toutefois, le projet Présence était uniquement centré sur des pressions associées aux paramètres dissous, donc des paramètres conservatifs. C'est un projet qui est essentiellement basé sur la modélisation, et donc de le devenir des eaux douces dans le lagon. Donc, on a postulé pour le projet Circé pour aller un peu plus loin dans la définition des pressions qui sont exercées par les rivières sur l'environnement littoral, en mettant un peu plus de chimie et de biologie dans le projet, et avec plusieurs objectifs. C'est de définir des indicateurs de l'état de qualité des eaux aux exutoires, évaluer les quantités de matière exportées, rechercher une signature chimique et biologique des eaux pour pouvoir les suivre en fait, dans l'environnement lagonaire, et suivre la transformation de ces eaux et de la signature dans les panaches. Et l'objectif aussi est de travailler sur les impacts des communautés microbiennes. Pourquoi les communautés microbiennes? Parce qu'en fait, ce sont les organismes qui vont réagir le plus rapidement en fait, à des apports externes. Et donc, il nous semble intéressant de travailler sur ces communautés-là pour avoir un signal précoce des impacts engendrés par les rivières. Encore une fois, quand je parle d'impact, c'est ni positif ni négatif, c'est évaluer des changements au sein des écosystèmes. Alors, pour bien voir, les impacts peuvent être positifs. Alors, les applications pour la société, c'est prévenir les risques de pollution des zones côtières, donc l'eutrophisation, identifier des espaces à risque, la gestion des apports vers le lagon, et la mise en place d'outils méthodologiques en appui aux décideurs de la politique de l'eau. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été réalisés en Nouvelle-Calédonie sur ces thèmes-là. Donc là, l'objectif de Circé est d'apporter des informations complémentaires à l'ensemble de ce qui a déjà été réalisé par le passé. Donc l'approche et la méthode, eh bien, on se positionne en fait au niveau des exutoires, ici. Alors l'intérêt de se positionner au niveau des exutoires, c'est qu'on peut regarder la montagne, ici. Et donc ici, quand on va prendre un prélèvement d'eau, on va avoir quoi? On va avoir en fait une synthèse de ce qui se passe sur l'ensemble du massif, du début jusqu'à la fin et l'arrivée des eaux. Donc on va avoir quelque chose de relativement complexe, mais qui intègre l'ensemble des processus en amont. L'avantage de se regarder aux exutoires, c'est qu'on peut se retourner, puis regarder la mer, et puis de se dire, tiens, que devient ces composés une fois arrivés en mer, et donc dans les panaches, sur le travail sur le devenir des panaches. Donc, on s'attend à avoir quoi? Un signal complexe, mais intégrateur de ce qui se passe sur la partie terrestre.
On s'attend à pouvoir trouver des différents types d'indicateurs, des indicateurs géochimiques, donc qui dépendent en fait des massifs sur lesquels on a échantillonné, des indicateurs des espaces anthropiques avec tout ce qui est urbanisation, activité minière, agriculture. Va-t-on retrouver ces indicateurs-là au niveau des exutoires? Et on s'attend aussi à travailler sur des indicateurs pour identifier l'origine de la matière organique exportée. Et donc là, je rejoins un peu le travail réalisé dans le cadre de Trémor. Ça fait partie de l'ensemble. Donc l'approche qu'on a réalisée, c'était d'analyser l'évolution de la qualité des eaux et des rivières dans le temps en fonction des différents bassins versants, suivre le devenir des eaux dans les panaches, donc ça c'était la deuxième partie du projet, et 3 groupes d'éléments qu'on a ciblés et étudiés, avec une vision d'écologiste marin. C'est la matière organique, les métaux et les nutriments. Et un groupe cible, donc les communautés microbiennes. Donc la méthode, la première chose, ça a été en 2018, on a fait un suivi de l'évolution des rivières dans le temps en fonction des différents bassins versants. Vous allez voir, on a travaillé sur 4 bassins versants. Et 2019-2020, on va suivre en fait le devenir des eaux dans les panaches à l'aide de bouées dérivantes, en fait, qui simulent, en fait, qui suivent le panache et l'eau. En fait, on va suivre le vieillissement de l'eau au fur et à mesure du temps en prélevant régulièrement. Donc les compétences mobilisées, c'est chimistes, biologistes, géochimistes et microbiologistes. Le terrain d'étude, c'était la province sud. Donc on a choisi 4 bassins versants sur versant ultramafique. Donc la pirogue, la coulée, la Dumbéa et la Tontouta. Donc nous avions donc 4 stations d'échantillonnage en bas des bassins versants, juste avant l'arrivée dans les estuaires ou dans les estuaires en fonction des conditions de prélèvement. Parce que l'un de nos objectifs a toujours été de faire attention, puisque nous allions prélever dans des périodes de forte pluie. Avec ce risque, nous avons toujours essayé de travailler de manière à avoir un maximum de sécurité pour les différents agents qui sont intervenus sur le terrain. Et au niveau de la Dumbéa, on a pris 2 points d'échantillonnage qu'on a appelé le parc Fayère et le trou des Neurs. Le trou des Neurs étant en amont des activités humaines. Voici les terrains d'études. Donc, vous avez ici les surfaces, donc des surfaces qui varient entre 44 km² et 380 km² pour la Tontouta, les bassins versants, des bassins versants qui sont assez différents et que j'ai simplifié ici en fonction des activités humaines, avec les pirogues essentiellement des activités minières ou anciennement minières, la coulée qui cumule miniers, maisons, urbanisation et mines, agriculture et urbanisation essentiellement pour la Dumbéa, et la Tontouta essentiellement activité minière. Voici les conditions météorologiques que l'on a rencontrées. Donc on a fait un prélèvement, le prélèvement a eu lieu tous les 15 jours sur ces, sur ces 5 stations, avec des prélèvements journaliers en cas de crue. Donc c'est comme ça qu'on a, donc tous les 15 jours, on a donc pu échantillonner le cyclone Ola pendant une semaine, plus d'une semaine. On est intervenu tous les jours pendant cette semaine du passage de ce cyclone-là. Et on a réussi à échantillonner à peu près tous les épisodes pluvieux de cette année 2018. Ce que je vais vous présenter maintenant, ce n'est uniquement que les résultats qu'on a récoltés sur le cyclone Ola. Ça représente à peu près 20% des échantillons. Et donc le cyclone Ola est passé du 7 au 13 mars 2018. Et nous avons eu beaucoup de chance pour cet échantillonnage et pour ce passage de cyclone, puisqu'en fait le cyclone a longé toute la côte est de la Nouvelle-Calédonie, apportant beaucoup de pluie en fait sur la partie sud de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes toujours restés en vigilance, en pré-vigilance, ce qui nous a permis d'intervenir sur le terrain, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons un échantillonnage complet. Voici les précipitations mesurées par Météo France sur les différents bassins versants. Et on voit, et ça il faut le retenir pour l'interprétation des résultats pour la suite, des précipitations très très différentes entre la Tontouta, la Dumbéa et la coulée et la pirogue, et les pirogues ayant reçu le maximum de pluie sur ce passage de cyclone tropical. Vous avez par contre des débits qui sont similaires quelle que soit la rivière, donc ça s'explique en fait par la taille du bassin versant, hein, bien évidemment, avec des débits qui ont été jusqu'à 200 mètres cubes seconde
par jour. Juste pour la petite anecdote, j'ai travaillé, j'ai bien évidemment regardé la bibliographie, et sur les années 70, Monsieur Trescaz, un chercheur de l'IRD, est intervenu en fait sur la Dumbéa et est allé échantillonner pour des rivières qui faisaient 800, pour des crues qui faisaient 800 à 1000 mètres cubes seconde. Nous, quand on y est allé, déjà la Dumbéa était, enfin c'était 2 mètres de creux. Pour échantillonner, déjà c'était assez, enfin, c'était pas dangereux, mais déjà c'était assez impressionnant. Donc à 1000 mètres cubes seconde, les anciens sont allés sur le terrain et je tenais à le soulever, c'était assez exceptionnel. Il fallait vraiment vouloir y aller. Hein. Les paramètres maintenant, donc nous avons échantillonné, comme je vous l'ai dit, une fois par jour, tous les jours entre 9h et 11h du matin, du 7 au 13 mars. Donc vous avez ici l'évolution des pH dans les différentes stations, donc Pirogue, Coulée, Trou des Neurs, Parc Fayard, donc ça c'est la rivière de la Dumbéa, et la Tontouta. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un effet station d'échantillonnage sur le pH. On verra après pourquoi. La conductivité, évidemment, diminue avec les débits au fur et à mesure, et les pentes et l'évolution en fait, de cette conductivité va varier en fonction des bassins versants, et les modèles ne sont pas forcément différents. Parce que ça, il faudra qu'on continue à regarder pour adapter les bons modèles à ces données-là. L'évolution temporelle, c'est classique, ça a déjà été montré dans de nombreux projets, avec une augmentation de la turbidité des matières en suspension pour les bassins versants les plus exposés aux pluies, donc la Coulée et la Pirogue, avec des concentrations avec des 500 NTU. Et évidemment, les parcs Fayard, une turbidité beaucoup plus faible, et la Tontouta, quasiment pas d'augmentation de la turbidité au niveau de la Tontouta et du Trou des Neurs. Donc le Trou des Neurs qui se situe donc en amont dans la Dumbéa. Pour les silicates, vous avez donc les concentrations. On voit ici une évolution de la concentration en fonction des différents types de stations. Ce qui est intéressant ici, c'est de regarder en fait la diminution des silicates. Donc c'est bien les silicates, c'est bien du dissous en fonction du temps. Et on voit donc une diminution des concentrations sans doute par lessivage. Mais on regagne très très rapidement, en fait, malgré les quantités d'eau abondantes, des concentrations relativement constantes et qu'on a pu remarquer en fait, tout au long du suivi pendant l'année. Et donc des concentrations qui varient en fonction des bassins versants, ce qui me fait dire aujourd'hui qu'on a un marqueur déjà du type de bassin versant à travers ce paramètre. Si on regarde le magnésium, donc le silicate et le magnésium sont des composés qui sont issus de l'altération des latérites. Donc logiquement, enfin c'est assez logique qu'on retrouve de très très bonnes corrélations entre le magnésium et les silicates dans les eaux. Donc là vous avez cette concentration, ces différents types de corrélations, et donc relativement linéaires, avec des positionnements en fait bien évidemment différents en fonction des bassins versants, ce qui fait qu'on a des rapports silicate et magnésium qui sont différents en fonction des bassins versants. Donc un marqueur un peu plus compliqué peut-être, mais de ces différents types de bassins versants. Et vous avez ici ce rapport-là en fonction des débits. Donc on a des R carrés qui sont quand même pas trop mauvais en termes de relation débit indicateur SI-MG, avec pour la Tontouta un R carré de 0,98 et donc un changement de modèle au fur et à mesure que l'on augmente les précipitations. Ce qui est difficile d'interpréter dans ce graphe-là, c'est de savoir et d'identifier l'origine de ces variations-là. C'est bien évidemment lié à un problème sans doute de lessivage différent en fonction des bassins versants, mais ce lessivage-là est fonction, de l'intensité des pluies et d'autre, du type de bassin versant. Donc, en continuant à travailler sur ce rapport SI-MG, il est très probable qu'on puisse arriver à avoir plus d'informations sur les principes et les processus de lessivage du dissous sur les différents types de bassins versants et pourquoi pas peut-être un jour réussir à faire un modèle de lessivage par bassin versant. Pour la géochimie, donc là vous avez les concentrations en métaux particulaires. Donc pareil, on a eu de très bonnes corrélations entre le manganèse et le nickel dans le particulaire. Donc ça c'est assez connu, hein, les deux métaux sont assez liés dans le particulaire. En revanche, pour ces manganèse versus nickel, on a des corrélations donc très très significatives, mais avec des pentes qui sont semblables. Et donc une plante globale qui ne me permet pas de distinguer les différents types de bassins versants entre eux.
En revanche, si on prend le chrome, qui est le graphe de droite, et qu'on trace le chrome en fonction du nickel, là, on s'aperçoit en fait qu'on a des pentes, je vais y arriver, qu'on a des pentes qui varient de la Tontuta à la pirogue, et ça, c'est le gradient nord-sud, et c'est-à-dire ce qui veut dire qu'en fait, plus ça va aller, plus on aura de chrome dans les échantillons particuliers du nord au sud de la province sud. C'est une des interprétations qu'il faudra vérifier. Et ça s'explique assez aisément par en fait, le simple fait qu'on a des mines de chrome dans le sud, comparativement à la Tontuta, à ma connaissance, où il y a beaucoup moins, il n'y a pas de mine de chrome. Donc là, c'est encore une caractéristique différente des bassins versants qui permet d'avoir un marqueur de ces bassins versants. Les sels nutritifs, donc à gauche, je vous ai tracé le lien entre pH et nitrite-nitrate dans les eaux. Vous avez ici donc, les différents types de stations. Vous avez 2 stations, Parc Fayard et La Coulée. Je vous rappelle, si vous vous souvenez de la diapo précédente, c'est les 2 sites qui sont impactés par les activités agricoles ou par l'urbanisation. Donc on retrouve un lien entre pH et concentration en nitrate, nitrite dans les eaux. Ce lien, dans la littérature pour ces 2 stations, est associé généralement à l'apport d'éléments azotés réduits. Et l'oxydation en fait, de ces éléments réduits va acidifier le milieu, et acidité qui se retrouvera dans les cours d'eau. Donc ce qui veut dire en fait, ça permet de marquer l'origine probable de ces nitrates à La Coulée et au Parc Fayard, comparativement à 3 sites de référence où nous n'avons pas d'agriculture, où nous n'avons pas d'habitation, qui sont la Tontuta, les pirogues et le trou des Nurses. Cette variabilité-là pourrait s'expliquer par les concentrations en magnésium et par les différents types de qualité d'eau et de la géologie en fait, des systèmes. Mais je ne vous ai pas rajouté les graphes. Mais il faudra compléter cette information-là. Et ce qui m'a étonné quand j'ai étudié, quand on a commencé à regarder les résultats, c'est surtout pour l'oxygène dissous. Donc là, ici, vous avez la concentration en oxygène. Là, oui, vous avez la saturation de l'eau en oxygène en fonction du temps. Donc là, vous avez pour les parcs Fayard et le parc Fayard ici des valeurs et les pirogues des valeurs très très faibles. Et ce qui est intéressant ici, c'est de regarder La Coulée et le parc Fayard qui se distinguent des autres bassins versants où là, on a quasiment la saturation et là, on arrive à avoir 5% de saturation. Et ce qui m'a, moi, vraiment étonné, c'est de voir que des eaux où il y a 150 mètres cubes secondes ne sont pas totalement saturées en oxygène. Ça m'a vraiment étonné pour ces deux bassins versants. Enfin, pour l'origine de la matière organique exportée, qui est un autre indicateur qui permettra de caractériser les différents types d'eau, on a travaillé sur du carbone C13, qui est un marqueur en fait, de matière organique particulière. Vous avez ce graphe-là ici à gauche, qu'il va falloir travailler, parce que ce n'est pas terminé. Tout ce que je vous présente là, ce sont vraiment des résultats très provisoires. Et donc, en fait, entre moins 27 et moins 30, etc., c'est-à-dire toutes les valeurs ici, c'est caractéristique des plantes en C3. Donc, en fait, la matière organique particulière qui arrive dans le lagon est essentiellement issue de la végétation. Toutefois, cette végétation-là, elle peut avoir différents types d'origines. Il faudra aller un peu plus loin en travaillant justement sur les types de bassins versants, les différents types de plantes, d'où l'idée de croiser avec d'autres spécialistes des différents types de domaines, pour voir et pour expliquer cette variabilité de la réponse du carbone 13. Parce que c'est clair qu'il y a une variabilité de la réponse en fonction des bassins versants, et il va falloir aller plus loin dans l'explication de l'origine de cette variabilité-là. Et donc, quand on classe le carbone 13 en rapport du C sur N, on arrive aussi à avoir des acides humiques, et généralement, dans la littérature, les acides humiques sont positionnés ici, sur ce graphe-là, et donc nous avons des acides humiques qui sont issus du terrestre. Bon, rien de très exceptionnel dans ce graphe-là, qu'il va falloir être creusé. Par contre, ce qui est plus intéressant, et ça je rejoins le travail qu'a fait Cécile, et merci Cécile pour avoir expliqué ce que c'était que les FDOM avant, parce que ça m'évite du travail. Donc là, nous avons en fait 3 pentes en fonction des débits d'un composé qui est le composé 4. Dans nos échantillons d'eau de rivière, on a trouvé 4 composés. Ces 4 composés, dans le C4, c'est un composé qui est connu, et d'après les propriétés optiques, pour être issu d'un acide humique, des acides humiques. Et donc là, quand on retrace en fait, en fonction des débits ce composé-là, on a de très très bonnes corrélations en fait,
des bonnes corrélations entre ces composés-là et les débits, ce qui indique que nous avons là un marqueur de lessivage des éléments terrestres vers le milieu marin. On a 3 autres composés, on a encore beaucoup de travail à faire sur les composés C1, C2, C3, et même sur le C4, pour améliorer en fait, et comprendre l'origine de cette matière organique qui va arriver en mer. Donc, l'un des objectifs du projet, là, je vais vous montrer qu'un seul exemple, c'est l'exportation de matière. Et en quoi, moi, ça m'intéresse, cette exportation de matière en tant que biologiste marin. Donc, les sels nutritifs et les nitrites, nitrates. Vous avez à gauche les quantités de nitrates rejetées en tonnes par bassin versant pour l'épisode pluvieux du cyclone. Donc, bien évidemment, les bassins versants qui rejettent le plus, c'est la Coulée et le parc Fayard. Donc là, vous avez globalement, si on peut se permettre de comparer pirogue et coulée, qui ont à peu près le même terrain, on a une multiplication par 3 par rapport à une valeur qui pourrait être la valeur normale, celle des pirogues, et une multiplication par 2 entre le trou des Nords et le parc Fayard. Si j'exprime ces quantités exportées par kilomètre de bassin versant, il faut multiplier, en fait, il faut diviser la Tontouta par 8 pour pouvoir comparer la coulée avec la Tontouta, si j'exprime ça en kilomètres carrés. Ce qui fait qu'en fait, la coulée rejette quand même énormément de sels nutritifs comparativement à sa taille. Et pourquoi je vous dis que je vous parle de la quantité de nitrate, etc. Parce que quand on regarde le rapport N sur P dans le dissous, c'est-à-dire le rapport nitrate-nitrite sur phosphate, qui est généralement le rapport qui est utilisé pour faire pousser les plantes, que ce soit en aquaculture ou que ce soit en agriculture, on dit qu'un rapport de 16 est ce qui est meilleur pour la croissance du phytoplancton ou des plantes. Quand on augmente les débits, en fait, on a tendance à avoir une diminution en fait, des rapports N sur P, et tout ce qu'on va rejeter, en fait, ce qui veut dire que plus les débits vont augmenter, plus le phosphore rejeté, plus les phosphates rejetés va être rejeté en quantité. Et donc ça, c'est un vieux débat, même au sein de l'IRD, puisque j'avais participé à des débats il y a 10 ans sur l'origine de l'azote, si le lagon était limité par l'azote ou par le phosphore, et les spécialistes de l'IRD de l'époque n'étaient pas forcément d'accord. En fait, ni l'un ni l'autre n'avait raison, c'est-à-dire que ça dépend des apports des rivières et des quantités et des débits des rivières. C'est ça que ça voudrait dire. Et donc il y aurait des pulses de phosphore qui seraient réguliers via les pluies, avec des quantités non négligeables dans le lagon. Maintenant, pour être certain que ça a un impact, il va falloir regarder les bilans à l'échelle du lagon et déterminer quelles sont les quantités d'azote qui arrivent par les autres sources, par la fixation d'azote, par l'azote qui pourrait venir par les passes, pour déterminer réellement quel est le poids de cet azote des rivières dans le fonctionnement du système. Ça, c'est ce qu'on va essayer de s'atteler à faire à la fin du projet. Donc, ce qui veut dire que la descente, c'est des rejets équilibrés pendant les crues. Donc, c'est optimal pour les efflorescences dans le lagon. Donc, tout ce qui va apparaître dans le lagon à ce moment-là et qui va être apporté par le terrestre est optimal pour la croissance des algues. Donc, les perspectives, donc déjà, c'est de finaliser la base de données. Il y a encore énormément de travail à réaliser dans ce domaine-là. Il y a encore les analyses ne sont pas toutes réalisées. Je ne vous ai pas présenté les métaux dissous, mais évidemment, ils ont été échantillonnés. J'ai quelques éléments. Je peux vous dire déjà que le phosphore est a priori assez bien corrélé au fer dissous, ce qui pourrait dire que, enfin, ce qui est un peu logique. Ça, c'est des choses qui vont nous permettre d'avancer sur la compréhension des mécanismes. Il faut analyser les données sur l'ensemble du suivi. Donc, ce que je vous disais, c'est que OLA, c'est que 20% de la base de données. Donc, j'ai énormément de données à interpréter. Enfin, nous avons beaucoup de données à interpréter, puisque je vais régulièrement demander de l'aide à beaucoup de mes collègues. Et l'idée, c'est de définir des indicateurs par groupe de paramètres. Donc là, c'est pour le volet suivi. Si on se met dans la perspective de réaliser des suivis au niveau des estuaires, au niveau des embouchures, l'idée n'est pas d'échantillonner comme nous ce qu'on a réalisé, puisque nous avons échantillonné 40 paramètres sur 183 échantillons. C'est non négligeable financièrement et ce n'est pas forcément utile. Donc l'idée, c'est de minimiser le nombre de paramètres à analyser en ayant des indicateurs qui soient fiables. Et donc c'est l'un des objectifs de ce projet, c'est de participer
à la construction de ces indicateurs au niveau des eaux douces, au niveau des exutoires. Il faut estimer aussi les exportations vers le lagon, pas uniquement, et ça a déjà été fait dans différents types de projets, dans le cadre du CNRT en ce qui concerne les métaux, mais il va falloir estimer tous les sels nutritifs, toute la matière organique dissoute, tout le carbone organique dissous, tout le cycle du carbone, à partir de ce jeu de données-là. Rechercher un indicateur intégré. Donc l'idéal, le summum, ce serait de réussir d'avoir un chiffre pour dire que si la rivière est en bonne santé, vert, jaune, orange, bleu, rouge. Et là, pour ça, il va falloir aller travailler pour déterminer quels sont les paramètres qui permettent d'expliquer le plus la variabilité des rivières. Donc là, il va falloir que je vais aller travailler avec les gens de l'UNC sur le sujet pour définir en fait si on peut intégrer et construire un paramètre qui puisse intégrer les autres. Donc ça, c'est un enjeu. Donc c'est pour définir donc, un bon état adapté au contexte géologique. Et pour au final permettre l'établissement d'éventuelles règles de gestion et de limitation des pressions sur le milieu corallien. Mon discours aujourd'hui, et pour avoir travaillé depuis très longtemps avec des industriels, n'est pas de mettre le doigt sur certaines pratiques, mais de dire là, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces pratiques. Parce que quand on voit les nitrates qui partent dans le lagon, s'ils sont bien associés à l'agriculture, ce qu'il faudra qu'on valide, l'idée est de dire, pour moi, je ne vois pas forcément que des nitrates, je vois surtout des CFP qui partent dans le lagon. Parce qu'en fait, ce qui veut dire que l'apport en nitrate, pourrait dire que l'apport en nitrate est très largement supérieur par rapport aux besoins. Donc là, il y a tout un travail qui devra être réalisé pour diminuer et limiter les impacts sur le lagon et à travers une agriculture peut-être plus responsable. Donc le suivi des panaches, c'est la prochaine étape. Donc suivi de la transformation de ces eaux et impact sur les communautés microbiennes. Donc on a commencé, et donc on a échantillonné et commencé à jeter des bouées. Alors les bouées, c'est des gros ballons de foot qu'on a jetés ici sur 3 points, un point là, un point là, un point là. Et puis après, elles sont reliées au satellite, et puis on revient, on les suit par satellite, et puis on revient les récupérer, et puis comme ça, on a le trajet des courants de surface. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est les courants de surface, parce qu'en fait, les eaux sont douces, et donc elles ont tendance à flotter. Et donc elles arrivent là, etc. Donc là, voilà, c'est tout le trajet. Donc on avait mis ça, on a mis le bouée le 23 avril, c'était après l'épisode du 21 avril. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 20 avril, c'était le jour pas de la Pentecôte ou je ne sais plus quoi, mais il a plu toute la journée des torrents d'eau. Et en fait, on était dans un record de quantité d'eau qui est tombée. Il est tombé 139 mm, et c'était le record depuis 1965, quelque chose comme ça. Donc en fait, on s'est retrouvé avec des débits de la Dumbéa, je ne sais pas quels étaient les débits, mais je pense que la Davar pourrait nous le dire, mais qui devaient être monstrueux. Et on a mis nos bouées, en fait, et elles sont parties tellement vite qu'il a fallu quasiment pas un speedboat pour aller les chercher le lendemain, mais presque, quoi. Et donc en fait, ça pose un problème, c'est que nous, notre objectif, c'est quand même de mettre des bouées et d'avoir un peu de temps pour voir les communautés microbiennes et comment elles évoluent dans le milieu, en fonction des conditions de milieu. Et en fait, si c'est ces conditions-là, on n'a même pas le temps d'échantillonner, en fait. C'est-à-dire que l'eau arrive ici en quelques heures, et là, vous avez tous les courants du sud-est, là, et là, l'eau est totalement diluée. Donc pour voir un impact et un effet, ça, c'est plus qu'un challenge, quoi. Donc là, c'est la problématique actuelle, c'est-à-dire comment on fait. Initialement, on pensait pouvoir y arriver, et je pense qu'on peut y arriver. Mais c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir se mettre dans des après-cyclones ou des après-pluies de ce type-là, mais dans des épisodes pluvieux modérés, qui nous permettront, avec des vents modérés, qui nous permettront en fait de suivre doucement l'évolution des masses d'eau dans ces écosystèmes. Donc le suivi des panaches, donc on a toutes nos techniques habituelles pour suivre la microbiologie, HPLC, cytométrie en flux, etc. Mais l'idée aussi était de travailler avec des techniques plus modernes, dirons-nous, mises en place avec de l'ADN environnemental, d'où la venue de Raphaël Essiano qui est arrivé cette nuit, qui pourra se présenter, qui est au fond. Et donc pour le suivi de l'ADN environnemental dans le lagon, pour mettre en place des techniques, parce que c'est pas forcément évident en termes de filtration, c'est pas évident en mer, et il faut être très rapide pour éviter la dégradation des échantillons. Et donc pour une poursuite et une analyse de l'écologie des communautés dans le lagon,
avec évidemment en parallèle l'analyse de la qualité de l'eau et de l'évolution de la qualité de l'eau au fur et à mesure du temps. Donc je vous rappelle que Raphaël vous présentera les travaux qu'il réalise sur l'ADN environnemental demain à 14 h. Et je voulais faire un dernier point, c'est sur la complémentarité avec les autres projets du CRESICA. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le cadre du CRESICA. C'est cette espèce de communauté qui s'est mise en place où on arrive à discuter quand même assez bien entre nous. Et ça a quand même permis de mettre des liens avec le projet Trémor, le projet Mecafloc, etc. Et ça, c'est quand même très agréable dans l'état actuellement de pouvoir travailler avec des collègues dans une ambiance, dirons, participative. Et ça, je tenais à le souligner. Autre point que je souligne, c'est le rôle que nous avons en termes de formation. Pour l'instant, on a eu un M2, un CDD et un M1 dans le cadre de ce projet-là. Donc on a un rôle dans la formation. Maëlle est une étudiante calédonienne qui faisait son M1, qui est venue faire son M1 en métropole et qui est venue passer son stage de fin de M1 avec nous. Et je vous remercie pour votre attention. Avez-vous des questions? Désolé pour le début qui a été un peu laborieux. Je t'ai entendu beaucoup parler d'estuaires, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris qu'est-ce qui va se passer de particulier dans les estuaires. Donc, on a compris que tu t'es intéressé à ce qui se passait dans les rivières, enfin à la sortie des rivières. Ensuite, dans le lagon, on a compris que le projet Trémor s'intéressait à ce qui se passait dans la mangrove. Il y a un point manquant qui s'appelle l'estuaire là-dedans. Qu'est-ce que qualitativement et quantitativement on peut attendre? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher dans les estuaires? Alors en fait, la difficulté des estuaires ici, c'est qu'ils sont tout petits. Et enfin, c'est à la fois une difficulté et une facilité. Et l'objectif, c'est pas franchement de regarder tout ce qui se passe dans l'estuaire, dans le continuum de l'estuaire. Là, l'idée, c'est vraiment de se mettre déjà en partie dans le lagon et de suivre dans le lagon pour suivre le phytoplancton du lagon. Mais dans l'estuaire, dans notre plan d'échantillonnage, que vous avez vu, il y a Pirogue, Coulée, Parc Fayard, Tontouta. L'année dernière, quand on a commencé les échantillonnages, en fait, la plupart des rivières étaient salées. En fait, on était trop bas par rapport à l'estuaire. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il n'y avait pas une goutte d'eau qui sortait. Et donc, en fait, ce qu'on avait, c'est tout simplement le front à lin qui remontait en fait très éloignement. Et on prélevait de l'eau, pas salée, mais on prélevait de l'eau saumâtre. Et donc, on a, je ne sais pas, moi, une trentaine d'échantillons saumâtres, comme ça. Et ça va déjà nous donner une idée un peu de l'impact et de la manière dont ça va se passer au niveau de ces différents types de salinité. Après, je suis bien conscient qu'il faudrait, l'idéal, ça serait de suivre réellement l'estuaire. Et donc là, pour l'estuaire, il faudrait suivre, en fait, par exemple, si on prend la Donne-Béa, il faudrait se mettre au parc Fayard, et puis jusqu'à l'embouchure. Et là, c'est faisable, hein. Mais voilà. Mais on n'a pas pris ce parti pris de regarder la transformation sur ce gradient de salinité-là. Est-ce que, par exemple, on peut supposer qu'il y a des processus de sédimentation importants dans l'estuaire, de récupération? Je ne sais pas, c'est une question c'est un peu le projet Mecafloc, en fait. C'est de regarder justement ces processus de sédimentation. Mais pour avoir vu, vous le savez tous, pour avoir vu l'épisode du mois d'avril, l'eau était chargée quasiment jusque dans les passes, quoi. Donc en fait, les processus sont extrêmement rapides, les sédiments sont extrêmement fins, mais ça, c'est ce que va vous raconter Michael dans le cadre du projet Mecafloc, qui lui est bien plus compétent que moi pour parler des processus de floculation. Donc le projet Mecafloc est présenté à 13h30. Mais tu soulèves un point qui est intéressant, puisque j'en ai pas parlé, mais quand on a fait ce suivi des rivières, là, donc on a bien vu que la turbidité dans les eaux douces, c'est juste pour vous dire comme quoi ça complexifie l'ensemble des choses. Quand les pluies arrivent, donc il y a une augmentation des turbidités très très rapide, mais ça c'est pas nouveau. Et après derrière ça, globalement, le pic de turbidité n'est pas forcément associé au pic de débit.
Et derrière ça, on a une diminution assez rapide, mais qui est beaucoup plus rapide de la turbidité par rapport à l'eau dite douce qui arrive massivement et qui est claire. Et ce qu'on a pu observer quand on a fait le suivi avec nos bouées, en fait, c'est que quand on est allé 2 jours après, quand on a été échantillonné au fin fond de la baie, en fait, c'était l'eau complètement claire. Et toute la zone particulière, en fait, était déjà en sortie de baie, voire dans le lagon. Et donc, on s'est aperçu et on a vu, en fait, que toutes les particules étaient déjà en train d'être évacuées sur l'extérieur. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour le lagon. Ça veut dire que quand il y a des épisodes massifs, ça veut dire que tout est exporté très loin et pas au fond des baies. Ce qui doit être un processus majeur de maintien d'intégrité de ces écosystèmes. Bon, c'est le flux, c'est la chasse, quoi. C'est une chasse d'eau. Bonjour, Olivier Monge du service géologique de la DIMINC. Merci pour la présentation. Alors, même si les résultats sont préliminaires, je trouvais que c'était déjà très complet. J'avais une question. Alors, je crois que c'est coulé. Il y avait un graphique pH en fonction des NOx, là, et vous disiez c'est la signature de l'agriculture. Ça pourrait être une signature. C'est décrit comme ça dans la littérature. Moi, voilà, c'est tout ce que je peux... et donc l'agriculture, bon, on voit bien où elle est. Par contre, les feux, la question c'est... Ah oui, je n'ai pas parlé des feux. Notamment sur la coulée, il me semble que fin 2017, les pirogues, on a eu des incendies assez importants. Est-ce que le temps de réaction par rapport aux feux, c'est ça? Et sachant que sur la coulée, il y avait eu des feux en 2006 également très importants. Alors les feux. Donc c'est pour ça que j'ai mis les feux, j'aurais dû le dire. J'aurais dû dire que c'était peut-être l'agriculture, mais aussi les feux. Quand on a été échantillonné, justement, il y a eu cet épisode de sécheresse, il y a eu cet incendie à la coulée, et on a échantillonné le premier épisode pluvieux juste après. Donc l'eau était noire, d'accord? Je n'étais pas sur le terrain à ce moment-là, mais mon collègue m'a dit l'eau est noire. Donc on a échantillonné là-dessus, et ça a fait, en fait, l'idée, c'est de dire quelle est la participation du feu dans l'exportation des nitrites et des nitrates. On pourrait très bien imaginer que le feu engendre ça aussi, mais ça n'expliquerait pas forcément le pH. Donc c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, j'ai du mal à déterminer, j'ai du mal à voir un peu l'impact du feu, parce que moi, je ne suis pas un terrestre, je suis un milieu marin, et généralement, les feux en milieu marin, c'est quand même assez rare. Donc, il faut prendre plusieurs spécialités, et donc c'est pour ça qu'on a embauché un CDD, là, qui est pour 3 mois, pour nous faire la bibliographie, en fait, sur l'impact des feux, sur la qualité des eaux des rivières. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet, il y a même des revues complètes. Moi, je ne la connais absolument pas, j'avais absolument pas le temps de me lancer dans ce type de bibliographie. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un peu une idée justement sur l'impact de ces feux et de continuer à travailler. Mais il y a la thèse aussi, il y a une thèse qui est sur le sujet. Et il y a un projet qui avec Farid qui se développe aussi sur ce sujet-là. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver un peu la complémentarité entre nous. Moi, j'ai un jeu de données, alors il est ce qu'il est parce que c'est qu'un seul feu et c'est la coulée. Mais est-ce qu'on va trouver des composés qui pourraient être des marqueurs de feu? C'est l'objectif. Bon, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien. Donc c'était Pouet qui est là-haut. Voilà. Qui va faire ce travail. Bonjour, toujours Pearl Winchester, service de l'eau. Moi, je voulais vous poser la question sur l'échantillonnage. Vous avez dit que, comme vous étiez en crue, c'était un petit peu difficile en sécurité, etc. La question que je me posais, c'était est-ce que vous avez fait que des mesures in situ ou vous avez fait juste des prélèvements et aussi envoyé au laboratoire? Donc ça, c'est ma première question. Et du coup, la deuxième question qui vient après, c'est vous avez dit finaliser la base de données. Évidemment, nous, on est super intéressés parce que ce sont des analyses qu'on ne fait pas forcément en crue. Nous, la Davar, on a du mal à aller suite aux crues. Donc si tous ces éléments-là peuvent être mis après dans la boîte commune pour être réutilisés, c'est toujours ça a toujours été mon propos, déjà pour répondre à cette question-là. La base, dès qu'elle sera validée, est validée. Donc dès que j'aurai fini de... à peu près certain des résultats. Donc il faut que je les étudie un peu pour être certain que je n'ai pas des données, des valeurs aberrantes. Elle sera commune. Elle sera en accès libre. Et donc de toute façon, c'est dans les... Parce que la Davar nous a donné toutes ces données. D'ailleurs, je vous remercie. Mais évidemment, c'est un échange.
Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, pour les échantillonnages, oui, j'en ai pas parlé. Évidemment, on avait une sonde multiparamètres in situ qu'on trempait pendant 5-10 minutes ou un quart d'heure, le temps d'analyser la qualité de l'eau qui passait. On faisait des prélèvements sur des bidons de 50 litres. Et après, on ramenait ça au laboratoire et on avait 5 heures de filtration pour les 40 paramètres. C'est pour ça qu'on n'a fait que 5 prélèvements. Donc on était en termes d'organisation, on avait une équipe du matin et une équipe de l'après-midi. Et en fait, on avait quasiment plus de 12 heures de travail pour chaque échantillonnage. Et vu qu'il y en a eu 2 par mois, plus que 2 par mois, enfin bref. Et donc, juste pour la petite histoire, au bout d'un an, on était fatigués, quoi. C'est juste pour dire que pour mettre en place ce type de suivi, si on fait intervenir, il faut au moins 2 agents sur place. En fait, l'idéal, c'est d'avoir une équipe de 4 personnes. En fait, si on veut vraiment... Et puis, de toute façon, la DAVAR, vous le savez très bien, c'est le minimum vital, en fait. Ça coûte beaucoup d'argent, et c'est surtout ça qui coûte beaucoup d'argent. Il faut mettre des moyens humains, parce qu'en fait, il y a toujours des maladies, les gens tombent malades, voilà, et il y a les congés, etc. Et donc, il faut avoir une équipe qui soit vraiment... et être capable de... Et ça, pour ça, je voudrais remercier mon équipe, parce que quand on a eu le cyclone et quand on a eu les épisodes pluvieux, et ben, ils étaient le matin à 6 h du matin dans la voiture pour partir directement faire les échantillons, week-end compris, etc. Et ça, je dois dire que bravo à eux. Moi, je l'ai fait aussi un peu, mais moins, beaucoup moins. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Réaction, commentaire? Ah, je vois Cécile en bas. Non, tu peux remonter sur ta carte là où tu vas faire tes échantillonnages avec tes bouées dérivantes, la dernière. Voilà. Tiens. Je sais pas. Je pense être fatigué. Voilà. Ouais, c'est là. Je voulais juste dire, tu peux pointer Moïse, la station Moïse. Alors, Moïse doit être par là, c'est ça? Voilà. Ouais. Alors nous, on a fait Moïse le lendemain de la chasse de la Dumbéa. Et on a traversé un panache marron, pas très épais, mais très, très, vraiment visible. Et cette station Moïse, on l'a fait tous les mois. Alors vous me direz, tous les mois, c'est pas beaucoup, parce que, évidemment, on loupe certainement tous les événements, enfin beaucoup d'événements. Mais c'est vrai que des fois, on peut récupérer des événements importants comme ça. Et cette station, elle a besoin d'aide. Voilà, je voulais juste dire ça. De l'aide institutionnelle. Elle est maintenue par l'IRD pour l'instant depuis 2011. Voilà, tous les mois. Puis il y a un mouillage au fond aussi qui peut enregistrer des événements. C'est juste pour dire qu'il y a des choses qui sont faites dans le lagon qui sont peut-être pas encore tellement connues. Voilà. À propos des suivis, puisque j'ai la parole, on en discutera demain, mais ce qui me semblerait intéressant, en fait, c'est quand même d'équiper quelques estuaires, enfin quelques rivières aux exutoires ou de sondes automatiques, en fait. Rien que pour la turbidité, les pH, la conductivité, la fluorescence. Je ne vous ai pas présenté les données de fluorescence type chlorophylla, mais on a des concentrations de chlorophylla qui explosent au moment des crues. Alors, la question, c'est d'où ça vient. Est-ce que c'est issu de des diatomées, justement, ou est-ce que c'est issu de cellules terrestres? J'en ai aucune idée pour l'instant. Mais ça permettrait déjà d'obtenir, franchement, beaucoup d'informations. En ayant déjà qualifié les bassins versants en métaux, etc., je pense que c'est des suivis comme ceux-là, qui ne sont pas forcément à faire par la recherche, permettraient d'avoir beaucoup d'informations sur la qualité des eaux et sur le maintien de l'intégrité du bien dont on parle fréquemment. Voilà. Je parle du lagon, là, pour le maintien de l'intégrité du bien. On va manger alors, c'est ça? On va bientôt y aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou peut-être plus... Ah, Pierre.
Oui, et quand je disais tout à l'heure que j'allais distribuer la base de données, c'est aussi pour ça. C'est pour mettre à contribution, justement, pour voir un peu ce qui vous, chez les spécialistes du terrestre, vous interpelle dans la base de données pour justement essayer de caractériser, de comprendre ce qui arrive en bas, et justement pour essayer de mieux identifier ces indicateurs et de les interpréter surtout. Et donc c'est pour ça, oui, il faut des géologues. Par exemple, les silicates magnésium, je ne comprends rien. Je ne comprends absolument pas comment ça se passe. Je ne vois pas quels sont les chemins. Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai beau commencer à lire la littérature qui est quand même abondante sur l'altération des péridotites ici. J'ai osé faire ça. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre la dynamique de mes flux, enfin de mes concentrations. Donc là, c'est évident que je vais avoir besoin d'aide. Et quand j'ai construit ce projet, l'idée n'était pas de centrer sur mon activité, mais je sais très bien que la difficulté pour nous tous, c'est d'aller échantillonner. Et puisqu'on était là en train d'échantillonner, et tant qu'à faire, j'ai fait le maximum de paramètres possibles. Il en manque, clairement. Il manque l'alcalinité, il manque les acides gras, il en manque plein qui nous auraient pu permettre d'avancer plus loin, d'aller plus loin dans les indicateurs. Mais voilà, c'est déjà... et ça sera des bases de données accessibles à tous. Par exemple, le carbone, le C13, je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés à ça pour avoir les sources pour les otolithes de poissons dans les estuaires, etc. Donc à partir du moment où la signature est définie, ça leur permettra à eux d'avoir un peu plus de compréhension sur leurs propres problématiques. C'était ça, c'était vraiment un partage. L'idée était aussi de faire de partager en fait, d'avoir une base de données qui puisse permettre de partager avec les autres.